Lila, attends, a crié Mike. C'est la dernière chose dont elle se souvient de ce terrible accident. À l'époque, elle était une étudiante de 4e année pleine d'espoir et attendait un enfant. Il y a 10 ans, un grave accident de la circulation sur le pont a coûté la vie à 7 personnes, dont l'enfant à naître de Lila. Elle a été sauvée par des médecins qui ont lutté pour sa vie pendant 5 heures. Vous avez bien résisté, a déclaré un médecin âgé, assis sur une chaise près du lit de Lila. Vous vivrez, mais vous ne pourrez peut-être pas avoir d'autres enfants en raison de l'étendue des dégâts. Tout va guérir, mais la question est de savoir comment. Quoi qu'il en soit, vous avez beaucoup de chance. Je pense que le destin devrait vous donner un billet de loterie spécial pour un accident aussi grave. Ce jour est resté gravé à jamais dans la mémoire de Lila. Les paroles du médecin se sont concrétisées. Des années plus tard, elle est devenue la femme d'un homme d'affaires. On dit souvent que ce sont les femmes qui façonnent leur mari. Ces femmes sont admirées, mais peu d'entre elles considèrent ce qu'il en coûte de devenir la compagne d'un homme prospère. Repartir du bas de l'échelle n'est pas une voie facile, car il faut sacrifier la vie tranquille. Lila a vécu la même expérience. Elle a abandonné ses études contre l'avis des professeurs et s'est plongée dans l'entreprise de son mari. Mike était en train de monter une petite entreprise de fabrication de meubles. Pourquoi sacrifies-tu ta vie et ta carrière? Demandent les amis de Lila. Quel est l'intérêt de mettre tous ses œufs dans le même panier? En quoi Mike est-il meilleur que toi? Tu es sur le point d'obtenir ton diplôme avec mention. Laisse-le penser à subvenir à tes besoins pendant que tu continues tes études. Je comprends toutes vos inquiétudes et vos arguments, les filles, rassure Lila à ses amies inquiètes. C'est lui qui a eu l'idée de créer l'entreprise de meubles. Alors je dois faire des compromis. Et s'il devenait riche et te quittait comme le font la plupart des hommes qui réussissent? Insistent ses amis. Oh, je vous en prie, il m'aime et ne ferait jamais cela. Il m'aime et ne ferait jamais ça. Lila répond en souriant, pensant déjà au délicieux repas qu'elle préparera pour son Mike bien-aimé. Disant que Lila n'avait pas besoin de leurs conseils, ses amis se sont lavé les mains de la situation et ont regardé avec anxiété Lila sacrifier sa vie pour un homme. Même les parents de Lila ne sont pas satisfaits de sa décision. Son père, en particulier, souhaitait voir sa fille indépendante et prospère. Mais Lila est trop heureuse et inspirée par le rêve de son mari pour prendre au sérieux les inquiétudes de ses proches. Quant à Mike, il ne se soucie pas du tout des regards désapprobateurs des connaissances de Lila. Il est totalement immergé dans son entreprise. Au début, lui et son ami conçoivent et assemblent des meubles dans son garage. Peu à peu, il gagne des clients. Pendant tout ce temps, Lila était à ses côtés, créant un environnement propice à la créativité et à l'évolution de sa carrière. Lila a aidé son mari à relever les défis, à mettre en place des partenariats et à se constituer une clientèle. Elle a été le moteur de la croissance rapide de l'entreprise de meubles, qui a pu rivaliser avec les grands fabricants en quelques années. Les clients font confiance à la qualité des produits et la gamme de meubles répond à tous les goûts et à tous les budgets, ce qui plaît à ceux qui ont des revenus limités. Cependant, une chose vient ternir leur vie par ailleurs bien heureuse, l'absence d'enfants. Vos examens sont normaux et il n'y a pas de problème de votre côté, a déclaré le médecin lors du rendez-vous suivant. Il semble qu'il s'agisse d'un problème psychologique. Pourquoi ne puis-je pas tomber enceinte, demande Lila. Tout est dans votre tête, a répondu le médecin. Quand vous êtes calme et satisfaite. Tout est possible. Mais je suis calme et satisfaite. Lila s'offusque des paroles du médecin. Vous êtes sûre, demanda le médecin à voix basse. Lila reste silencieuse. Au fond d'elle-même, elle savait que le médecin avait raison. Après tout, elle avait travaillé comme médecin pour femmes pendant des décennies et avait appris à comprendre la psychologie de ses patientes. Eh bien, qu'a dit le docteur? Quand vas-tu nous donner des petits-enfants? Ton père est malade.
Qui sait combien de temps il lui reste? Il aimerait passer du temps avec ses petits-enfants avant de mourir. Maman, ne dis pas ça, la rassure Lila. Papa s'en sortira et j'aurai le temps d'accoucher. Tu auras l'occasion de te plaindre de la méchanceté de mon enfant. Oh, j'aimerais bien voir les bébés bientôt, soupire la mère. Le père de Lila est mort 3 mois après cette conversation. Accablée de chagrin, la mère n'a pas vécu 1 an après sa mort. Lila se retrouve donc seule, et à part Mike, il n'y a pas d'autres parents. Elle vend l'appartement de ses parents pour investir l'argent dans l'entreprise de son mari. Le nombre de clients augmentant, il est nécessaire d'accroître la capacité de l'entreprise. Tous les prêts possibles avaient déjà été contractés et les banques n'étaient plus disposées à prendre le risque d'accorder le prêt important que Mike avait espéré. C'est alors qu'ils sont confrontés à un problème financier encore plus grave. Je t'avais dit de ne pas acheter ces obligations. C'était trop suspect, dit Lila lorsque Mike se plaint d'avoir perdu l'argent qu'il avait investi. Un aveugle aurait pu voir qu'il s'agissait d'une escroquerie. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Oh, tu es le seul à être aussi intelligent ici, s'exclame le mari. Je suis le propriétaire de la société et c'est moi qui décide où investir. Je croyais que nous étions tous les 2 propriétaires. S'étonne Lila. Mais ce n'est pas la question maintenant. Nous devons économiser de l'argent. Où est le reste de l'argent que tu as retiré? J'ai investi dans les crypto-monnaies. Un collègue m'a conseillé, répond Mike. Tu es fou, dit Lila en se serrant la tête. Il est dangereux de faire confiance à qui que ce soit. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui se passait? Calme-toi, hein? Mike fait un signe de la main et se met au travail. À partir de ce jour, leur relation commence à se tendre. Ou peut-être avait-il déjà été comme ça auparavant. Mais Lila, plongée dans les soins et les soucis de son mari, ne s'en aperçut pas. Une voix masculine pleine d'assurance interrompt ses pensées troublées. C'est Lila? C'est l'avocat de votre père qui vous appelle, monsieur Marshall. Puis-je vous voir? C'est au sujet de votre héritage. Oui. Lila est surprise par cet appel étrange, car elle a reçu l'héritage de ses parents il y a 6 mois. Rencontrons-nous dans 1 heure au Chéri Café. Lila s'assit à une table dans un endroit familier de son enfance, où elle avait l'habitude d'aller avec ses parents lorsqu'elle était petite fille. Un homme d'un certain âge, vêtu d'un costume austère, une mallette en cuir à la main, s'approche d'elle. « Vous êtes Lila ?» demande-t-il. Mais c'est une question inutile. Vous ressemblez tellement à votre père. Avez-vous connu mon père? Se demanda Lila. Comme le dos de ma main, sourit l'avocat. Il me faisait entièrement confiance. Je prends ma retraite maintenant, mais il me reste encore une chose à faire, discuter avec vous du testament de votre père. N'ai-je pas tout reçu? Se demande-t-elle. Non, puisque je suis ici maintenant, répond monsieur Marshall. Votre père a géré son argent, qu'il a accumulé en jouant à la bourse de manière très intelligente. Il savait que, sous le coup de l'émotion, vous donneriez tout à votre mari. Et votre père n'avait pas confiance en Mike, comme vous le savez. Il a prédit que tu te retrouverais sans rien? Sans moyen de subsistance, sans l'appartement de tes parents. Et l'appartement a déjà été vendu, n'est-ce pas? Oui, dit Lila, abasourdie. Elle était choquée que son père ait si bien réfléchi à tout cela et que, même après sa mort, il ait voulu aider sa fille. Voici le compte qui t'appartient en propre. Tu ne peux dépenser cet argent que pour toi-même ou pour ta propre société, qui sera enregistrée à ton seul nom. J'ai été désigné par votre père pour superviser l'utilisation de l'argent, et croyez-moi, pas un seul centime ne sera dépensé pour votre mari et son entreprise. Mais cette entreprise de meubles est notre affaire familiale, s'exclame Lila. Comment pourrais-je dépenser l'argent uniquement pour moi? Vous devriez, sourit monsieur Marshall. Tu comprendras un jour.
Pour autant que je sache, l'entreprise a été enregistrée sous le nom de Mike, et c'était avant votre mariage. Pourquoi? Je lui faisais confiance, a répondu Lila avec obstination. Mais pas ton père, dit doucement l'avocat. Voici une carte bancaire. Selon le testament de ton père, tu recevras chaque mois une certaine somme d'argent sur cette carte. Il s'agit des intérêts accumulés sur le dépôt afin que vous ne dépendiez pas de votre conjoint. Et voici le montant du compte principal, dit l'avocat, qui inscrit une somme avec de nombreux zéros. Lorsque Lila voit la somme d'argent que son père lui a laissée, elle est troublée. Comment? Comment a-t-il pu gagner autant? C'est impossible. Maman et lui vivaient une vie ordinaire, s'exclame-t-elle en se frappant les mains de frustration. De qui crois-tu tenir ton talent pour les finances? En plus, il avait un ami fidèle et pragmatique comme moi, sourit Monsieur Marshall. Merci, dit Lila en serrant le vieil homme dans ses bras comme un père. Les larmes lui montent aux yeux et elle pleure. Lui et maman me manquent tellement. Moi aussi, ma fille. Moi aussi, a répondu l'avocat en faisant ses adieux et en rentrant chez lui. Lila rentra chez elle comme sur des ailes. Elle voulait partager la nouvelle de sa nouvelle richesse avec son mari. Mais, à sa grande surprise, il ne semble pas très enthousiaste. Ton argent ne me concerne pas, lui répond sèchement son mari. Cet avocat et ton père me considéraient comme une moins que rien. Il ne m'a montré aucun respect. Il s'est assis sur l'argent, tandis que toi et moi, nous nous heurtions comme une mouche à la fenêtre fermée. Bonne idée, père. Ne parle pas de mon père comme ça, le rassure Lila. Mes parents nous ont beaucoup aidés. J'ai tout donné pour ton rêve et nous l'avons réalisé. Maintenant, tu as ta propre entreprise. Qu'est-ce que tu peux rêver d'autre? Qui t'a demandé de te donner à fond dans notre entreprise? Mike rétorque soudain, ce qui fait monter le ressentiment dans les yeux de Lila. J'ai un rêve, un fils et une fille que tu ne peux pas me donner. Cette dernière phrase frappa profondément Lila, comme si un couteau chauffé au rouge lui avait transpercé le cœur. Elle ne s'attendait pas à une telle cruauté de la part de son mari. Mais tu sais que je ne peux pas avoir d'enfant à cause de cet accident. Et tu y es pour quelque chose aussi. Tu ne te souviens pas? C'est un miracle que tu t'en sois sorti. Ils ont accusé le chauffeur du camion. Ce qui est fait, répond Mike en se préparant à partir. Où vas-tu? C'est le soir, demande Lila. Je vais au bureau. J'ai trop de travail à faire parce que je n'ai pas de père riche qui pourrait me donner de l'argent. Mike répondit sèchement en claquant la porte derrière lui. Apparemment, il ne pouvait pas pardonner à sa femme de ne pas avoir pu lui donner accès à l'argent. Alors que la soirée se prolonge, Mike n'est toujours pas rentré. La panique commence à gagner l'âme de la femme, mais Lila entend la clé tourner dans la serrure et Mike entre dans le couloir. Il était ivre. Ce qu'il ne s'était jamais permis de faire auparavant un soir de semaine. Où étais-tu passé depuis si longtemps? Demanda Lila avec anxiété. Là où j'étais, je n'y suis plus. Mike rit comme un ivrogne et s'endort sur le canapé sans même enlever ses chaussures. Lila attribua le comportement de Mike à sa contrariété concernant l'héritage de son père et à son manque de confiance envers Mike depuis le début. Elle a donc pardonné cette farce à son mari. Alors que Lila déshabille Mike endormi pour le mettre au lit, elle perçoit une subtile odeur de parfum féminin. N'y voyant pas l'odeur de l'alcool, elle n'y prêta pas beaucoup d'attention. Mike, soupire Lila. Quel enfant tu es, dit-elle en lui caressant la tête. Courtney, ma fille ensoleillée. Mike marmonna des paroles incohérentes dans son sommeil. Lila se figea de surprise. Mon pauvre Mike, pensa-t-elle, il délire sur le fait d'avoir des enfants et je ne peux pas lui en donner. Il a déjà appelé sa fille Courtney dans ses rêves. Et Lila pleura amèrement,
essayant d'étouffer ses sanglots pour ne pas réveiller son mari ivre. Au matin, Mike était de bonne humeur, ce qui n'était pas le cas de Lila. « Pourquoi es-tu si étrange ?» demande Mike comme si de rien n'était, tandis que sa femme prépare le petit déjeuner. « On dirait que tu as passé toute la nuit dans un bar sportif à encourager ton équipe préférée. »« Si seulement, » répond Lila en s'endormant. « Quelqu'un est rentré ivre du travail hier soir. Vous ne seriez pas au courant, n'est-ce pas ? Pourquoi ne puis-je pas prendre un verre avec un vieil ami ? Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, rétorque Mike, vexé. Un ami, demande Lila. C'est un interrogatoire ? Mike explose soudain, faisant frémir Lila d'effroi. Je mangerai au travail. Au moins, il n'y aura pas d'interrogatoire. Et Mike s'en va, laissant Lila perplexe au milieu de la cuisine. Dans l'après-midi, Lila décide d'aller faire des courses. Ce qui n'est pas le cas de Mike. Cela fait 3 heures que je suis au fourneau, dit Lila, incapable de contenir sa colère. Passons un peu de temps ensemble, comme avant. Tu te souviens ? Nous nous assiérons, nous parlerons, nous rirons, nous nous souviendrons. Lila, je n'ai pas envie de rire maintenant, lui dit Mike. Nous devons augmenter la production et pour cela, il faut de l'argent. Je te l'ai dit, je suis fatiguée. Tu ne m'entends pas ? C'est vrai ce qu'on dit, les femmes deviennent bêtes quand elles deviennent femmes au foyer. Lila ne s'attendait pas à une telle impolitesse de la part de son mari et décida de ne pas poursuivre la discussion avec lui. Le dîner se déroule en silence. Le tic-tac de l'horloge semble mesurer le temps qui nous sépare de la fin du dîner familial. Lila se rend de temps en temps dans la cuisine pour essuyer ses larmes. Bientôt, Mike se leva, la remercia pour le dîner et quitta la salle à manger sans même l'embrasser, comme il le faisait habituellement. Des soupçons piquants commencèrent à prendre racine dans l'âme de Lila. Pourquoi Carole a-t-elle cessé de nous rendre visite ? Pourquoi mon père n'a-t-il pas fait confiance à Mike ? Qui est impliqué dans le licenciement de Carole ? Ces questions se bousculent dans l'esprit de Lila sans trouver de réponse. Elle compte bien découvrir toute la vérité, c'est certain. Mais quelques jours plus tard, elle se sent malade et faible. Son pourrard et son semi-évanouissement la conduisent sur un lit d'hôpital. C'est étrange, dit le jeune médecin à Lila. Tous vos examens sont bons, mais votre état n'est pas bon. On dirait que vous avez les symptômes d'un empoisonnement toxique et d'une crise cardiaque combinée. C'est pourtant ce que montreraient les analyses de sang, qui sont parfaites. Je ne comprends pas. Est-ce que je vais vivre ? demande Lila à voix basse. Vous vivrez, bien sûr. Mais nous devons connaître la raison de cet évanouissement et de cette faiblesse si soudain. Qu'avez-vous mangé hier ? demande le docteur Litgo. Pas grand-chose. Un rôti et un verre de vin rouge, répond Lila. Je ne sais plus où j'en suis. Si vous pensez que je manque d'expérience, vous pouvez changer de médecin traitant, dit le docteur d'un ton sombre. Non, vous me convenez. Il s'agit peut-être des effets d'une ancienne blessure due à l'accident, assure Lila au médecin. Je ne pense pas, dit-il. Mais tout pourrait l'être. Je vais programmer une IRM et nous verrons bien. Cependant, l'IRM n'a révélé aucune anomalie chez Lila. Les médecins étaient désemparés, mais ils l'ont aidée à se rétablir. Lila a été emmenée à l'hôpital par son ami. Mike n'a pas trouvé le temps d'aider sa femme et ne lui a pas rendu visite pendant les 5 jours où elle a subi des examens. Lila en fut très offensée et décida de vérifier si son père avait raison au sujet de son mari. En entrant dans la maison, elle a ressenti un sentiment de vide. Le réfrigérateur est vide et les bouteilles de champagne hors de prix sont à la poubelle. Et qu'est-ce que tu fêtais si joyeusement pendant que j'étais à l'hôpital, cher Marie, demande Lila à voix haute, face à la photo de Mike sur la cheminée. Il est temps de t'exposer. Attends, mon mari. Tu n'as jamais été intelligent, chérie.
Lila prit un stylo et une feuille de papier, comprenant enfin ce qu'elle devait faire. Comme elle est douée pour la technologie, Lila n'eut aucun mal à installer une caméra cachée dans la niche de la cheminée, en face de la commode ancienne que son père lui avait offerte en cadeau. Elle plaça le document important dans un dossier qu'elle cacha ensuite dans le tiroir supérieur de la commode et qu'elle ferma avec une clé. Elle regarda la petite clé en argent. « Papa, merci pour ce cadeau. » Lila exprima mentalement sa gratitude à son père. « Je pense qu'il va m'aider dans cette situation difficile. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre Mike. Que Dieu me donne de la force. » Pour que le temps passe plus vite, Lila décide de préparer un dîner pour deux, dans les limites de sa santé. Pendant que le coursier livre les courses, elle se rend dans la chambre à coucher pour choisir une tenue pour le dîner. Elle voulait se montrer sous son meilleur jour. Lila a appliqué sa crème préférée sur son visage et son cou, appréciant son parfum agréable. Mais elle se heurte à un problème. Toutes ses robes lui pendaient comme des cintres. Elle avait perdu beaucoup de poids. En se regardant dans le miroir, elle voit ses joues creuses, ses yeux noirs qui la vieillissent et ses cheveux ternes et clairsemés. Lila ne se sentait pas bien non plus. Elle avait constamment soif, même après avoir bu toute l'eau de la carafe de la cuisine. Les courses sont arrivées rapidement, mais la préparation du dîner s'est avérée difficile. Lila devait faire des pauses fréquentes car ses mains tremblaient de faiblesse et elle avait envie de s'allonger et de se reposer. Elle se souvint de ses magnifiques boucles d'oreilles en perles et voulut les porter, mais elles n'étaient pas à leur place habituelle. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit en claquant et Mike entra dans la cuisine. « Lila, tu es là ? » »« Oui, je suis là, » répondit-elle en sortant dans le couloir. « Le dîner est sur la table. Lave-toi les mains et rejoins-moi. Comment te sens-tu ? Tu n'as pas l'air bien. » Mike la regarde, comme s'il la voyait pour la première fois. « Je vais plutôt bien, » répondit-elle. « Tu as vu mes boucles d'oreilles en perles ? Je ne les trouve pas. C'est bizarre. » « Non, » répond Mike brièvement. Pendant le dîner, Lila dit à son mari, « Écoute, il m'arrive quelque chose d'étrange ces derniers temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. » Lila remarque que son mari l'écoute attentivement. « C'est pourquoi j'ai fait un testament, mais à une condition. » « Quoi ? » Mike expire. « Le testament est dans ma commode. Tu ne devras l'ouvrir qu'après mon décès. Voici la clé. Tu me le promets ? » Lila tendit à son mari la précieuse clé. « Certainement, » répond-il rapidement, mais il hésite avant d'ajouter, « Eh bien, j'espère que cela n'arrivera pas. » Le piège était tendu. Lila l'avait ouvert. Si Mike découvrait le testament avant la date prévue, cela signifierait qu'il n'attendait d'elle que de l'argent. Lila attend avec impatience que Mike s'approche de la commode. Elle avait installé une application spéciale sur son téléphone. 3 jours passent, mais Mike ne s'approche pas de la commode. Lila commença à se sentir soulagée. Ils recommencent à dîner ensemble, ce qui l'apaise. Cependant, la mystérieuse maladie refait surface. L'état de Lila se détériore rapidement et elle est de nouveau transportée en ambulance dans le même hôpital. Lorsque Lila reprend conscience, le docteur Lithgow et un homme inconnu se tiennent devant elle, engagés dans une discussion animée. « Oh, voyons, Travis. Quelle absurdité !» s'exclame le docteur Lithgow. « Vous dites n'importe quoi. Vous êtes médecin. » « J'ai déjà vu des patients comme elle, » chuchote Travis. « Ce n'est pas bon si on ne les aide pas à temps. Pourquoi je n'irais pas chercher son Agrani, qui était une herboriste talentueuse ? Oh, allez. Apportez-moi d'autres chamanes. Qu'ils dansent avec un tambourin. Peut-être pourrons-nous utiliser la sorcellerie pour obtenir un nouvel appareil à ultrasons en même temps, gifle le docteur Lithgow. C'est un hôpital, pas un village forestier.
Alors ne vous embêtez pas avec Agrani. Elle n'est pas jeune et elle fait de l'hypertension. Docteur Lila, chuchota Théil. De quel chaman parlez-vous? Oh, vous êtes réveillé. C'est bien, le docteur Litgo se penche sur Lila et prend son pouls. Votre cœur s'emballe. Je ne comprends rien. Mon frère plaisante. Il dit n'importe quoi. Reposez-vous maintenant. Je reviendrai vous voir plus tard. Et Lila resta seule dans la chambre. Cette fois, Mike avait fait des folies et choisi la meilleure salle pour sa femme, apparemment pour s'excuser de la dernière fois où il avait laissé Lila seule ici. Entre les procédures, elle sortit son téléphone et commença à surveiller l'espace où se trouvait la commode. Elle craignait de manquer le moment où Mike ouvrirait le tiroir. Mais rien ne se passa pendant un moment, alors Lila se contenta d'observer son environnement et pensa qu'elle se trompait dans ses soupçons. Mais sa patience fut récompensée. Lila vit clairement Mike s'approcher de la commode et sortir la clé de sa veste. Soudain, il regarda autour de lui et sourit, accueillant, comme s'il avait vu quelque chose de beau. Une jeune femme, qui portait aux oreilles les boucles d'oreilles en perles de Lila, s'approcha de lui. « Comment avez-vous pu » s'exclama Lila, le cœur serré. Son cri ne fut pas entendu par la personne à qui il était destiné, mais elle entendit parfaitement ce qu'il disait. « Courtney, j'espère qu'il y aura de bonnes nouvelles pour nous, dit doucement Mike, ce qui fit chavirer le cœur de Lila. « Ouvre-le maintenant, chérie, demanda Courtney. En fait, je devais le faire après la mort de ma femme seulement, mais pour toi, je suis prêt à tout, sourit Mike. Voilà. Il sortit habilement le dossier contenant le testament. Les mains tremblantes d'avidité, il ouvrit le dossier. Une feuille complètement vierge s'étalait devant lui. Je ne comprends pas cet humour stupide, s'écria Mike en jetant la feuille par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est le testament? Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que tu t'es fait l'avoir, dit Courtney à contre-séhure. Comment as-tu pu la laisser faire? Tu as dit que tu avais tout prévu. Elle savait que j'ouvrirais le testament avant, donc elle me soupçonnait, conclut Mike. Je ne peux plus la supporter. J'en ai marre d'elle. Calme-toi, dit Courtney. Tu me fais peur et ce n'est pas bon de s'inquiéter. Soudain, une douleur aiguë lui transperce tout le corps et Léla perd connaissance. Vous nous avez fait peur, dit l'infirmier en lui posant une perfusion. C'est bien que vous soyez réveillé. Allez chercher Monsieur Marshall, mon avocat. Voici le téléphone, dit Léla, n'ayant même pas la force de tenir le combiné. D'accord, je vais le faire, dit l'homme. Monsieur Marshall est arrivé rapidement. Léla lui a tout dit, sans rien cacher. Il s'est inquiété de son état. Léla, pourquoi ne m'as-tu rien dit, dit-il d'un ton de reproche. Tu es sur la corde raide. Tu as des problèmes dans ta vie privée, et en plus, tu es gravement malade. Je ne voulais pas déranger qui que ce soit. Je suis désolé, répondit tranquillement Léla, ses forces l'abandonnant. Cher monsieur Marshall, je vous demande votre aide. Le testament d'Acre est à mon nom. Tout l'argent que j'ai reçu de mon père après sa mort. Je veux le laisser au fond pour les enfants. Ils le distribueront équitablement. Je n'ai pas eu d'enfants, alors au moins j'aiderai les enfants des autres. D'accord. Je ferai tout ce que vous me demanderez, répond l'homme, les lèvres tremblantes. Êtes-vous sûr de ne rien laisser à votre épouse? Je le ferai, dit Léla. Je lui lègue ma vieille commode. Monsieur Marshall ne peut s'empêcher de rire. Même dans une telle situation, on peut faire une blague. C'est pour cela que votre père vous adorait, et je le comprends. Après le départ de l'avocat, Léla réfléchit un instant. Avant, elle ne se préoccupait que du bien-être de son mari. Et qu'a-t-elle obtenu en retour? Pas de famille, pas d'enfants, pas de foi en l'avenir. Voilà ce qu'il restait de leur mariage.
Même dans ses rêves, Mike parlait de Courtney, et Léla, naïve, pensait qu'il rêvait d'une fille. Aujourd'hui, tout ce qui l'attend, c'est une maladie inexpliquée et le vide. Des larmes de rancœur coulent de ses yeux lorsqu'elle repense à sa vie, qui n'a été consacrée qu'à un seul homme. Elle n'avait pas vu les maladies et les décès de ses parents parce qu'elle était accaparée par les affaires de Mike et qu'elle s'occupait de lui. Lorsqu'ils avaient besoin d'aide, elle n'avait pas été là pour eux, et maintenant elle se retrouvait complètement seule. La prise de conscience de sa propre solitude a encore plus écrasé Léla. Elle se découragea et se retrouva incapable de sortir du lit à la fin de la journée. « Et, pourquoi es-tu si maussade ?» Travis, le même infirmier, s'est assis à côté de Léla qui sanglote et tient un plateau. « Viens, on va manger de la soupe de poulet. »« Je ne veux pas, » dit Léla à voix basse. « Laissez-moi mourir en paix. »« Pas sous ma surveillance, » s'exclame Travis. « Tu dois manger. »« D'accord, si tu ne veux pas manger, alors bois. » Voyant que Léla le regardait avec surprise et confusion, il se reprit. « Je veux dire, prends du bouillon de poulet. » Travis secoua artistiquement la tasse, mais sa maladresse fit éclabousser la soupe sur le sol. Léla rit involontairement, mais c'était un rire silencieux, comme si la force de la femme récemment énergique quelque part se déversait aussi comme cette soupe. Travis saisit l'occasion et réussit à verser quelques cuillerées de bouillon chaud à Léla. Immédiatement, celle-ci se sentit mieux et sourit. « Merci, » dit-elle. « De rien, » dit Travis en souriant. « C'est mon travail et ma vocation d'aider les gens. Mais cela fait longtemps que j'ai un œil sur vous. Qu'est-ce qu'il y a? Comment en es-tu arrivé là? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et même si mon frère s'y oppose, je veux quand même t'offrir une solution. » Qu'est-ce que c'est? Se demande Léla. S'échapper d'ici, chuchota Travis. Ils ne te soigneront pas ici. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je n'ai nulle part où aller, dit-elle à voix basse. Des larmes coulant sur son visage. Je vais t'emmener chez ma grand-mère. Elle est guérisseuse et herboriste. Elle faisait des merveilles. Mais elle est vieille et ne pratique plus. Mais elle t'aidera, pour moi, lui assura Travis. Pourquoi veux-tu m'aider? Demanda Léla. Pour être honnête, je ne le sais pas moi-même. Il y a quelque chose chez toi qui a attiré mon attention. Il haussa les épaules. Vous êtes d'accord? Le temps joue contre vous. Écrivez une note disant que vous quittez l'hôpital de votre plein gré, ou ils appelleront la police et j'aurai des ennuis. D'accord, répond brièvement Léla. Elle n'avait rien à perdre. Tard dans la nuit, à l'heure convenue, Travis lui apporta des vêtements. Léla les enfila. Il souleva Léla, qui était mince et légère comme une plume, dans ses bras et la porta hors de l'hôpital sans se faire remarquer. Ils prirent un taxi pour se rendre chez grand-mère Evelyn. Le village où elle vivait n'était pas très éloigné de la ville. La maison était couverte de lierre et des herbes odorantes poussaient tout autour. Evelyn était assise sur un banc lorsqu'elle vit son petit-fils sortir Léla de la voiture. Elle s'approcha pour l'aider. Lorsque Léla est entrée dans la maison, elle a été allongée sur un lit haut avec un matelas de plumes. Evelyn lui fit boire une décoction médicale, accompagnée de prières et d'incantations. Léla se sentit soudain enveloppée d'un sommeil agréable et relaxant. « Dormez, ma chère. Dors, » dit-elle en entendant la voix apaisante de la vieille dame à travers son sommeil. Léla dormit pendant près de 24 heures. Elle fut réveillée par l'odeur de pâtisserie et de nourriture fraîchement préparée. Elle ressentit une faim sauvage, qui lui parut étrange. Elle sentit ses forces revenir. Elle sentait ses forces revenir. « Qu'est-ce que tu m'as donné à boire? » demanda Léla. « C'est une décoction d'ortie, cueillie à la pleine lune. » Accompagnée de prières à tous les saints. Evelyn expliqua simplement, « Cela enlève le mal qu'on t'a fait, et il y en avait beaucoup en toi. »
J'ai dû changer ta chemise 3 fois. Léla s'est examinée. En effet, elle était allongée dans une longue chemise de lin, soigneusement brodée par les mains attentionnées de quelqu'un. Merci, dit-elle à voix basse. Ce n'est pas la peine de me remercier. Vous devriez plutôt remercier mon petit-fils. Quelques jours de plus et vous seriez morte en vain. Et ils t'ont nourri, ma chère, avec du poison de crapaud jaune. C'est le genre de choses que l'on trouve dans nos marais. Aucune analyse n'aurait permis de déceler la cause de l'empoisonnement, et ce poison affaiblit la personne, lui ôtant force et vie, s'exclame l'herboriste. Mais qu'à cela ne tienne. Je vais maintenant faire chauffer le bain et vous débarrasser des restes de la colère de quelqu'un d'autre. Et j'ai fait en sorte que ton agresseur vienne à toi, après s'être retrouvé. Mais qui me ferait ça? Je n'ai jamais fait de mal à personne, s'étonne Léla. Tu n'as pas besoin de faire du mal aux gens. Parfois, il suffit de bien vivre, soupire Evelyne. C'est pourquoi les gens peuvent devenir fous ou envieux. Et tu as été empoisonné par quelqu'un de proche. Il a mis du poison dans votre crème pour le visage. Votre visage et votre cou étaient les plus jaunes et les plus transpirants. Mais il y en a encore beaucoup à l'intérieur de vous. Oh, Evelyne, aide-moi, s'il te plaît, supplie Léla. Je te donnerai autant d'argent que tu veux. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je fais cela pour mon petit-fils, dit Evelyne en souriant. Il a dû se prendre d'affection pour vous. Et c'est un homme bon. Les forces de Léla reviennent peu à peu. Le soir venu, elle est capable de se lever du lit et de se déplacer. Après un bain, où Evelyne a procédé à un rituel de purification, Léla a commencé à se sentir mieux qu'avant. Comme un phénix qui renaît de ses cendres. Lorsque Travis est arrivé à la maison après le travail, il a été surpris de trouver Léla et sa grand-mère en train de préparer des boulettes de pâte ensemble. Il s'exclame, « Waouh! Grand-mère, tu t'es surpassée. » Léla avait l'air si malade. « Comment est-ce possible? Je suis si content. » C'était un travail de professionnel, plaisante grand-mère, mais sérieusement, petit-fils, tu as amené Léla ici juste à temps. Au fait, comment va ton frère? Il est fâché? Eh bien, il va bien, dit Travis en souriant. Il m'a laissé sans prime, disant que c'était pour l'autonomie. Il va falloir lui donner un bain pour qu'il se débarrasse de son orgueil, ronchonne grand-mère. Les 3 jours suivants s'écoulèrent paisiblement et tranquillement pour Léla. Elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Elle appréciait le village, l'air pur, la nourriture délicieuse, la proximité de la nature, la simplicité et l'ouverture des gens. Elle décida de rester, à la grande joie d'Evelyne et de Travis. La guérisseuse avait besoin d'un successeur depuis longtemps, et Travis avait développé de forts sentiments pour la belle et douce Léla. Mais cette période idyllique est interrompue par une visite de la vie antérieure de Léla. Mike se présente, ne s'attendant manifestement pas à voir Léla en bonne santé, et il est désagréablement surpris. « Eh bien, bonjour, dit-il d'un ton sarcastique. C'est donc ici que tu te cachais. L'hôpital m'a dit que tu t'étais enfui. Comment avez-vous pu faire cela? Tu aurais pu mourir sans traitement. Bonjour, dit Léla. Et qui, je me le demande, est responsable de ma maladie? Le savez-vous? J'ai le droit de partir n'importe où, mais empoisonner quelqu'un est un crime grave. Mike pâlit. Quel poison? Je n'y connais rien, s'écrie Mike. Et tu ne sais rien non plus sur ta maîtresse Courtney, n'est-ce pas? Demanda Léla. Qui ne se souciait plus de l'infidélité de son mari. Elle se rend compte qu'elle ne l'aime plus. Je n'ai pas de maîtresse, s'écrie Mike, dont le visage devient rouge. Mais les images de la caméra disent le contraire, dit Léla en souriant. Tu as aimé mon testament? Au fait, j'ai demandé le divorce. Mon avocat me contactera. Je suis contente de l'apprendre. Cela fait longtemps que je veux divorcer,
hurle Mike. J'en ai marre de toi. Je possède toute l'entreprise, y compris ta maison. Tu as signé l'acte de donation sans regarder. Oui, mon père avait raison à ton sujet. Et je lui suis reconnaissante pour son aide, dit Léla en souriant. Je suis désolée pour votre Courtney. Je pense qu'elle connaîtra le même sort que moi. Maintenant, sortez. Cette maison est trop propre pour les gens de ton espèce. Et Mike partit en claquant bruyamment la porte. Léla ne put retenir ses larmes et se mit à sangloter. Evelyn se précipita pour la réconforter. Ne sois pas triste, ma chérie. Tu es encore jeune, et nous allons recommencer à vivre. Si Dieu le veut, tout s'arrangera pour toi. Elle caresse la tête de Léla. Regarde comment Travis te regarde. Il ne peut pas te quitter des yeux. Je pense que c'est réciproque, avoue Léla à la vieille dame. Eh bien, va le lui dire, sourit Evelyn, parce qu'il est tourmenté par ses sentiments. Le soir même où les deux cœurs amoureux se sont rencontrés, Léla et Travis ont mis les choses au point entre eux et ont décidé de se marier dès que Léla aurait obtenu le divorce. Ils n'ont pas eu longtemps à attendre. Monsieur Marshall a tout fait pour que Léla se sépare enfin de son traître de mari. Plutôt que d'organiser un mariage grandiose, le couple a opté pour une cérémonie modeste au bureau de l'état civil, entouré de ses amis les plus proches et de sa famille. Je ne te souhaite que du bonheur dans la vie, Léla, a déclaré Monsieur Marshall en embrassant la jeune femme. Votre père approuverait votre choix. Travis est un homme digne. Merci. A-t-elle répondu. Nous avons également décidé d'ouvrir un petit centre médical dans le village. Actuellement, nous n'avons même pas d'auxiliaire médical ici, et les malades doivent se rendre en ville pour obtenir des services médicaux. De plus, nous voulons créer un bureau de médecine alternative, dont Evelyn sera responsable. Cependant, il semble que nous ayons besoin d'un permis spécial pour cela. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de toutes les formalités administratives, assure Monsieur Marshall. Utiliser les fonds de votre père est la meilleure chose à faire. Oui, je crois que papa serait d'accord, a déclaré Léla. Alors que la construction du centre médical était en cours, Evelyn a enseigné à Léla toute la sagesse qu'elle possédait. La vieille dame a également laissé à Léla un vieux livre sur les herbes médicinales. Ce livre était un héritage familial transmis par des générations de femmes. Il s'agit d'un grand manuscrit ancien relié en cuir rouge, que Léla étudie assidûment sous la direction d'Evelyn. Rapidement, Léla s'est familiarisée avec les herbes et leur utilisation, et a été capable d'identifier la véritable cause des maux. La maison de Travis compte désormais 2 herboristes. Ce n'est qu'à ce moment-là que Léla comprend pourquoi elle n'a jamais terminé ses études à l'université. Elle avait une autre vocation, celle de guérir et de sauver les gens. La grand-mère de Travis a immédiatement reconnu ses incroyables talents. Evelyn est décédée 2 semaines avant l'ouverture du centre médical, paisiblement dans son sommeil. Léla est accablée de chagrin, pendant 3 jours, elle ne peut ni manger ni boire pendant les préparatifs de l'enterrement. La première nuit suivant l'enterrement, Léla a rêvé d'Evelyn. Ne t'afflige pas, ma petite fille. Ce n'est que le début d'une autre vie pour moi, et tu dois continuer mon travail. Prends soin de Travis et du miracle qui l'attend. Je m'en vais. Grand-mère, s'il te plaît, ne pars pas. S'écria Léla dans son sommeil. Elle fut réveillée par un Travis effrayé. Léla lui a raconté son rêve et a pleuré son chagrin, dans l'espoir d'atténuer la douleur de la séparation. Au matin, Léla a retrouvé ses forces et sa détermination. Elle se devait de respecter les instructions d'Evelyn. Une semaine plus tard, le centre médical, baptisé en l'honneur de grand-mère Evelyn, ouvre ses portes. Les patients affluent chaque jour. Le cabinet de médecine non traditionnelle, où Léla donne elle-même des consultations, est particulièrement apprécié des habitants. Pas une seule personne n'est repartie insatisfaite de son aide.
Travis soutient sa femme dans tous les aspects de son travail. Cependant, il y a une chose qui préoccupe toujours Leila. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Son corps semble incapable d'oublier le passé, même si elle suit fidèlement les instructions d'Evelyn. Evelyn lui avait dit à plusieurs reprises, « Laisse tomber ton ressentiment. Pourquoi accroches-tu encore? Tu dois te libérer du poids de ces souvenirs amers. Cela t'empêche de devenir mère. » Le cœur de pâte Leila souffre toujours pour Mike. Leila, Travis. Des gens l'appellent par la fenêtre. Elle s'habille rapidement et sort dans la cour. La fraîcheur de la nuit d'été l'accueillit. Qu'est-ce qui se passe? Leila se précipita vers la foule des villageois. Ils se sont écartés, révélant une femme enceinte inconsciente, allongée sur une civière de fortune, qui avait déjà perdu les os. Sa voiture était garée sur le bord de la route de contournement, explique l'un des habitants. Je revenais de la ferme et j'ai vu une femme enceinte allongée dans la voiture. Sa voiture ne démarrait pas, alors j'ai appelé à l'aide. Ils ont amené l'ambulance ici, mais elle mettra 1h30 à arriver parce que les routes sont boueuses après la pluie. Allez, Leila, fais quelque chose, sinon la pauvre femme va mourir. Leila se pencha sur l'inconnu et eut un mouvement de recul. C'était Courtney, la maîtresse de Mike. Non, elle ne mourra pas, amenez-la à l'intérieur, cria Leila. Travis, va chercher le médecin de l'hôpital de ton frère. Nous avons une urgence. Son mari a sauté sur sa moto et a traversé le champ. Lorsqu'ils ont emmené Courtney au centre médical, elle s'est réveillée. Lorsqu'elle a vu Leila, elle a eu peur et a pleuré. Pardonne-moi, gémit-elle dans la douleur. Je suis tellement coupable devant toi. Dieu pardonnera. Et je t'ai déjà pardonné, a répondu Leila. Maintenant, concentrons-nous sur le travail. Nous allons sauver vos enfants. Et dis-moi, comment es-tu arrivé ici? Pourquoi errais-tu seule la nuit? Parce que je suis seule, répond la maîtresse. Mike a été mis en prison pour avoir caché des impôts et commis des fraudes. Je lui ai demandé d'arrêter, de ne pas être trop gourmand, mais il n'a pas voulu m'écouter. Alors ils lui ont tout confisqué. Et nous ne nous sommes jamais mariés. Je me suis retrouvée sans rien. Que va-t-il se passer maintenant? Tout va s'arranger. N'ayez pas peur, rassure Leila. Le bon docteur va venir et tout ira bien. Mais le médecin n'est arrivé que 10 minutes après que le centre médical se soit rempli des cris de jumeaux nouveau-nés, un garçon et une fille. L'accouchement s'est déroulé naturellement et s'est bien passé, malgré quelques complications mineures. Leila était folle de joie. Elle tient les bébés dans ses bras et pleure. Tandis que Courtney les regardait en silence, les lèvres serrées l'une contre l'autre, comme si ce bonheur ne lui était pas arrivé. Le médecin a examiné Courtney et a conclu que son corps allait bien. Courtney est transférée dans le service, et les jumeaux sont emmenés pour être nettoyés et emmaillotés. Comment allez-vous les appeler? Demande Leila à la nouvelle mère. Je ne sais pas. Courtney haussa les épaules et tourna le dos au mur. Très bien, dormez et reposez-vous, dit Leila en refermant la porte derrière elle. Laissant sur la table du jus de grenade et de la bouillie pour la jeune mère. Leila passa toute la nuit avec les bébés, essayant de ne pas réveiller Courtney, qui avait besoin de sommeil et de force avant de nourrir les enfants. Lorsqu'elle fit entrer les jumeaux dans la chambre, elle sursauta de surprise. Courtney était partie en laissant un petit mot qui disait « Je renonce aux enfants. Ils sont à toi, Leila. Je ne peux pas les élever seule sans Mike, et je ne veux pas le faire. Je suis désolée. Au revoir. » C'est ainsi que Leila est devenue la mère d'Evelyn et de Jaden. Travis et elle décidèrent de les adopter. 5 ans ont passé. Maman, dit la petite Evelyn à Leila, pourquoi tous mes amis du jardin d'enfants ont-ils des petits frères et sœurs et pas nous? Ne t'énerve pas, chérie, parce qu'il faudra bien que tu en aies un,
dit Léla en souriant. Evelyn a crié Yay. Comment cela va-t-il se passer, demande Travis, hébété. Comme ça. Léla rit et montre à Travis le test de grossesse qu'elle a fait la veille.